Mes chers étudiants, bonjour. Tout d'abord, j'espère que vous êtes en très bonne santé. Alors, cette première vidéo, je vais la consacrer à une révision des tests de stationnarité d'une série temporelle. Nous avons vu déjà au niveau du cours les différents tests de stationnarité de type Dickey-Filler simple, de Dickey-Filler augmenté et de Philippe-Perron. Alors, pour cela, je vais reprendre en fait un exemple qui est l'exemple de la série de l'évolution des cours boursiers, l'indice CAC 40. Donc, bien sûr, cet exemple, vous pouvez le retrouver au niveau de Régie Bourbonnais. Alors, pour cela, bon, je vais faire un petit peu le va-et-vient entre le document PDF que je vous ai déjà envoyé et puis donc le logiciel eViews, étant donné donc que tous les résultats qu'on va obtenir sont en fait bien sûr réalisés grâce au logiciel eViews. Alors, pour pouvoir en fait appliquer les tests de stationnarité et les différents tests, nous allons tout d'abord, rappelez-vous, appliquer la stratégie séquentielle des tests de racine unitaire, qui consiste en fait à revoir en fait les trois types de modèles, puisque nous avons en fait un modèle où on a donc une constante et une tendance, un modèle 2 où on a uniquement une constante et un modèle où on a uniquement en fait on n'a rien plutôt, hein, on a plutôt ni constante ni tendance. Bien sûr, tout ceci, donc vous allez bien sûr le retrouver au niveau donc de documents. Mais avant cela, nous pouvons tout d'abord demander à iViews de nous donner une idée sur la fonction d'autocorrélation simple et partielle et sur le graphique de cet indice boursier observé donc sur 1160 jours. Alors, comme je vous ai montré avant, donc on peut directement importer le fichier qui s'appelle en fait C9X1 que normalement vous devriez le sauvegarder dans un dossier. Alors pour moi par exemple, donc je l'ai sauvegardé dans mes cours et puis formation pour logiciel donc en finance et views, etc. Et là on peut en fait voilà donc importer et views va faire le nécessaire. Donc C9X1, c'est l'intitulé donc du fichier. Donc il suffit juste de cliquer sur suivant. Et Views, donc, il va bien paramétrer toute la procédure d'importation. Comme vous pouvez remarquer ici, donc c'est une série qui en fait n'est pas datée. Donc on va bien sûr voilà donc source index etc. Donc finish voilà donc no. Voilà on a bien donc notre série importée de CAC 40. On peut donc maintenant travailler donc cliquer directement sur cette série et voilà pour en fait avoir une idée et demander à Views de nous donner donc le corrélogramme. On peut donc choisir donc comme un égal à 15, c'est largement suffisant, d'accord? Et bien sûr, on va demander le corrélogramme en niveau, hein, et non pas en différence première. Donc, c'est le même en fait corrélogramme que vous avez ici au niveau donc du document, d'accord? Ce qu'on peut remarquer, c'est en fait donc une décroissance lente, puisqu'on a en fait ici la fonction d'autocorrélation simple et la fonction de corrélation partielle. Donc, au niveau de la fonction d'autocorrélation simple, on remarque une décroissance lente, d'accord, de cette fonction. Au niveau aussi de l'intervalle de confiance, regardez les petits tirés ici. Donc, ce sont les intervalles de confiance. On marque bien sûr que ces barres dépassent largement l'intervalle de confiance, ne s'annulent pas au bout même du 15e retard. Donc, c'est que ce qui peut en fait nous permettre de conclure que cette série, elle présente en fait une allure non stationnaire.
également au niveau de la fonction de corrélation partielle, mais on va voir à quoi ça va nous servir cette fonction, notamment quand on va étudier les processus en fait ARMA et ARIMA. Nous avons également ici donc les valeurs de QStat, ce sont donc la statistique de Junk-Box qui permet donc de tester si notre coefficient de corrélation égale à 0 ou bien non. Donc c'est très simple avec la p-value, puisque donc il suffit juste de voir cette dernière colonne, ce qu'on appelle prop, donc c'est la probabilité de rejeter à tort H0 alors qu'elle est vraie. On remarque bien que toutes les valeurs sont nulles, donc ce qui permet bien sûr de rejeter largement l'hypothèse H0, l'hypothèse qui consiste à ce que les fonctions, les valeurs de corrélation sont nulles. Donc, ce qu'on peut conclure à première vue au niveau donc de la fonction ou du corrélogramme, que notre série donc n'est pas en fait stationnaire et n'est pas aussi bruit blanc puisque différentes valeurs d'autocorrélation ρ sont différentes de 0. Donc pour maintenant conclure quant à la stationnarité ou non stationnarité de la série, donc on peut demander tout d'abord aussi donc à iView de nous donner une idée sur le graphique, c'est-à-dire le comportement de cette série au cours du temps. Alors on peut remarquer ici que on a en fait voilà des fluctuations, d'accord, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, qui sont en fait donc très claires, et une certaine tendance aussi, mais qui n'est pas ni à la hausse ni à la baisse, mais on peut conclure que à première vue, cette série n'est pas stationnaire. Alors, pour passer aux différents tests de stationnarité, donc il suffit donc d'aller dans View Unit Row Test. Dans Unit Row Test, nous avons ici donc le test de Dickey-Filler, donc qui en fait va s'effectuer sur la série en niveau, et bien sûr les trois modèles, comme donc nous l'avons vu au niveau de la stratégie séquentielle. Donc Trend and Intercept, c'est le modèle 3, c'est-à-dire constante et tendance. Le modèle 2, c'est uniquement la constante. Et le modèle 1, no one, c'est-à-dire on n'a rien. Donc on peut spécifier si specified ou bien laisser à iViews donc la sélection automatique, soit à travers donc les critères de Schwartz ou de IKK. Donc c'est pratiquement donc par défaut c'est un choix. Donc on peut cliquer donc maintenant sur OK pour avoir donc, le premier test de devis. Alors à première vue, donc on peut remarquer que la statistique ici, elle est négative, elle est donc ou 1 ou 10%. La probe, c'est plus simple à interpréter, donc qui est égal à 0,57, largement supérieur à 5%, ce qui veut dire que l'hypothèse nulle, ici, c'est-à-dire les séries K40 has unit root, c'est-à-dire elle présente bien une racine unitaire, elle ne peut pas être rejetée. Donc, cela veut dire que notre série n'est pas stationnaire. Mais ce qui nous intéresse au niveau du modèle 3, c'est vraiment la trend, la tendance. Et comme vous pouvez le remarquer ici, la tendance, donc, elle présente en fait un p-value qui est supérieur à 5%, ce qui veut dire que on ne peut pas rejeter H0. C'est-à-dire on est bien au niveau de la stratégie séquentielle ici, au niveau de cette branche-là, oui, c'est-à-dire B bien égal à 0. Donc, on va passer au modèle numéro 2, puisque la tendance n'est pas significative. Alors, par la suite, on va maintenant tester la constante, si elle est significative ou non. Donc, c'est le modèle donc 2, ici, donc intercept. Alors, on va obtenir les résultats suivants qui, en fait, nous pouvons permettre de conclure ou non au niveau de la significativité de la constante. On remarque que la p-value, donc, c'est supérieur à 5%, donc ce qui veut dire que notre constante n'est pas significative, même si, bien sûr, comme d'habitude, on peut remarquer que notre série, elle présente bien donc une série non stationnaire, c'est-à-dire donc qui ne rejette pas l'hypothèse H0. Donc là, on est toujours au niveau donc de la partie donc droite de notre stratégie séquentielle de test que nous va en fait nous amener à tester donc le modèle numéro 1, c'est-à-dire ni constante ni tendance. Dans ce cas-là, donc toujours au niveau donc du neutral test,
Donc, mais cette fois-ci, on a no one, rien du tout. Donc là, bien sûr, donc, ce qui va nous permettre donc, de conclure en fin de compte quant à la non-stationnarité de la série, étant donné qu'ici, on a donc un p-value qui est largement supérieur à 5% et qui nous permettent donc d'accepter l'hypothèse H0 avec une série qui présente bien une racine unitaire. Alors, ceci donc nous permettent de conclure que notre série, c'est un processus donc, de type DS, donc, comme vous pouvez le remarquer ici. Et donc, il faut passer maintenant à la stationnarisation de la série. Bien sûr, donc c'est un processus donc, DS qui s'en dérive. Et pour pouvoir en fait avoir une série stationnaire, il suffit de différencier une seule fois la série et on reprend toujours la stratégie donc, séquentielle de test. Bon, c'est pas la peine de reprendre le modèle 3, le modèle 2. Il suffit juste directement d'aller donc dans Unit Route Test et puis donc de choisir plutôt maintenant First Difference et toujours avec bien sûr donc le modèle 1. On remarque bien, en fin de compte, que notre série elle a été bien stationnarisée. Donc il suffit juste de différencier la série donc d'un seul retard, c'est-à-dire D CAC c'est CAC T moins CAC T moins 1. Donc la probabilité, donc, maintenant, elle est largement inférieure à 5%, ce qui permet de rejeter l'hypothèse à 0 et de dire que notre série, elle est bien donc, stationnaire. On peut remarquer aussi donc, et le vérifier avec le corrélogramme. Donc, au lieu de demander le corrélogramme en niveau, on va demander le corrélogramme en première différence. On remarque bien donc, que maintenant, donc, notre fonction d'autocorrélation, elle est bien à l'intérieur des intervalles de confiance. Également le graphique, il va peut-être le confirmer et on va le vérifier, donc bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour la première série donc non différenciée, mais on peut demander donc le graphique de la série différenciée. Voilà donc au niveau de la première partie, donc juste vous montrer donc la série différenciée ou le graphique de la série différenciée. Voilà, donc on attend un petit peu donc le retour de views. Et voilà, voilà, donc vous voyez, donc il y a une nette différence entre le premier graphique de la série en niveau et le deuxième graphique de la série en différence première. Ça, c'est au niveau donc de le test de stationnarité de Tocqueville augmenté. On peut également donc demander à iViews le test de Tocqueville, plutôt le test de Philippe Perron. Donc, c'est la même chose, c'est la même procédure, ce sont les mêmes étapes, mais donc, rappelez-vous que le test de Philippe Perron, c'est un test qui vient compléter le test ADF en supposant une possible hétérozygacité des erreurs. Donc, le test de ADF, il vient compléter le test de DF, étant donné donc qu'on peut donc soupçonner une autocorrélation des erreurs. Donc, le test ADF permet de corriger donc ce problème et le test de Philippe-Perron, il permet de corriger les problèmes d'hétérozygacité des erreurs. Mais la procédure, elle reste la même, les étapes sont les mêmes et les interprétations des résultats aussi sont les mêmes. Voilà, mes chers étudiants, donc pour cette première donc, vidéo, qui est une révision, et on va consacrer une autre vidéo pour revoir ensemble un autre exemple, celui de l'exone mobile. Je vous remercie.